Les rues de Paris grouillaient en cette après-midi étouffante d'avril. Un crachin insistant transformait la chaleur en une vapeur humide qui collait à la peau, poussant les gens à presser le pas à la recherche d'un abri. Parmi les voitures prises dans le trafic chaotique des Champs-Élysées, une jeune silhouette se déplaçait avec agilité, portant une corbeille de fleurs contre sa poitrine. Adèle Morin avait 23 ans, des cheveux châtains foncés attachés en une simple queue de cheval et des yeux qui révélaient un mélange de détermination et de fatigue. Elle ajustait le foulard coloré qui protégeait les fleurs de la pluie, tout en offrant ses produits d'une voix douce mais ferme. Des fleurs fraîches, de belles roses, monsieur, vous n'en voulez pas pour votre épouse. Adèle était une présence familière dans ce quartier du centre. Depuis ses 17 ans, après avoir quitté le foyer où elle avait grandi, elle survivait en vendant des fleurs aux carrefours les plus animés de la ville. Ce n'était pas une vie facile, mais c'était la seule qu'elle connaissait. Elle avait appris très tôt à faire face aux regards de mépris, aux commentaires malveillants et à l'indifférence de la plupart des gens qui passaient pressés, ignorant complètement sa présence. Mais Adèle ne baissait pas les bras. Chaque rose vendue signifiait un repas. Le loyer payé de sa petite chambre de bonne chez Madame Lefebvre, et peut-être, avec un peu de chance, quelques euros mis de côté pour les urgences. Vous écoutez une histoire poignante. Abonnez-vous à la chaîne et commentez de quelle ville vous nous regardez. Cela nous aide énormément. La pluie s'intensifia soudainement, transformant le crachin en une violente averse. Adèle courut chercher refuge et ses yeux se posèrent sur l'élégante marquise d'une bijouterie de luxe. La façade était imposante, avec des vitrines scintillantes exposant des colliers de diamants et des montres qui coûtaient plus que ce qu'elle gagnerait dans toute sa vie. Elle hésita un instant, observant les agents de sécurité immobiles à l'entrée, mais l'averse ne lui laissait pas le choix. Faisant attention de ne pas trop mouiller ses fleurs, Adèle se positionna sous la marquise, s'appuyant discrètement contre le mur latéral. De là où elle se tenait, elle pouvait voir le mouvement luxueux du magasin à travers les grandes portes vitrées. Des femmes élégantes avec des sacs de créateurs, des hommes en costume examinant des bagues coûteuses, des vendeuses impeccablement vêtues offrant du champagne. C'était un monde complètement différent du sien, séparé seulement par quelques mètres de trottoir mouillé. Elle ne remarqua pas lorsque les deux agents de sécurité s'approchèrent. « Mademoiselle, vous ne pouvez pas rester ici devant, » dit l'un d'eux, un homme grand aux épaules larges et à l'expression sévère. Adèle leva les yeux, surprise. « Excusez-moi, j'attends juste que la pluie passe. Je ne dérangerai personne. » Le deuxième agent, plus petit mais tout aussi intimidant, croisa les bras. C'est ce que tout le monde dit. Après, il reste pour demander de l'argent aux clients ou causer des ennuis. Il vaut mieux partir. « Je ne demande rien à personne, » protesta-t-elle, sentant l'injustice brûler dans sa poitrine. « Je vends juste des fleurs. Écoutez, nous ne voulons pas de problème, mais vous ne pouvez pas rester là. C'est la politique de la maison. » Adèle allait répondre lorsque le premier agent désigna sa corbeille. « Laissez-moi voir ce qu'il y a dedans. »« Juste des fleurs, » dit-elle, mais sa voix trembla. Son cœur commença à s'accélérer lorsqu'elle réalisa que les deux n'avaient pas l'intention de simplement la renvoyer. « Nous allons entrer et parler avec le directeur », décida le grand agent de sécurité, lui tenant fermement le bras. Avant qu'elle ne puisse protester, Adèle se retrouva conduite à l'intérieur de la bijouterie. Le contraste fut immédiat et écrasant. De la chaleur humide de la rue, elle entra dans un environnement climatisé avec une lumière douce et une musique classique jouant doucement. Le sol était en marbre poli, si brillant qu'il reflétait les lumières des lustres en cristal. Les clients bien habillés cessèrent de regarder les bijoux et se tournèrent pour la fixer. Adèle sentit le poids de tous ces regards de jugement. Ses vêtements simples, la corbeille de fleurs, ses baskets usées, tout la marquait comme une intruse dans ce temple du luxe. « S'il vous plaît, ce n'est qu'un malentendu », tenta-t-elle d'expliquer. Mais les agents la guidaient résolument vers l'arrière du magasin. Ils passèrent devant des vitrines remplies de diamants, devant des vendeuses qui chuchotaient entre elles, jusqu'à atteindre une porte en bois sombre avec une plaque dorée indiquant direction. Un des agents frappa et, sans attendre de réponse, ouvrit la porte. « Monsieur Dubois, nous avons trouvé cette jeune femme qui rôdait devant le magasin. Nous avons pensé qu'il valait mieux que vous évaluiez la situation. » Walter Dubois était assis derrière un bureau en acajou, révisant des dossiers. Il avait une cinquantaine d'années, des cheveux gris parfaitement coiffés, un costume sur mesure et l'expression de quelqu'un habitué à résoudre les problèmes rapidement. Lorsqu'il leva les yeux, sa première réaction fut l'irritation. « Que se passe-t-il ici? J'ai des choses importantes à régler. » Cette jeune femme était arrêtée devant le magasin, expliqua l'agent.
Nous avons soupçonné qu'elle préparait quelque chose. Adèle sentit le sang lui monter au visage. Je ne préparais rien du tout. Je me protégeais juste de la pluie. Je vends des fleurs. Je ne suis pas une criminelle. Walter allait écarter la situation d'un geste impatient lorsque ses yeux se posèrent sur la main droite d'Adèle. Elle tenait toujours fermement la corbeille de fleurs et à son annulaire brillait une petite bague en or. C'était une pièce simple, délicate, mais Walter la reconnut immédiatement. Il sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. L'air sembla manquer dans ses poumons. Sa vision se brouilla un instant. Cette bague. Il connaissait cette bague. Il était impossible de ne pas la connaître. C'était lui qui l'avait achetée, il y a plus de 20 ans, comme cadeau pour sa petite fille. « Laissez-moi voir cela, dit Walter, la voix rauque et étrange. Il désigna la main d'Adèle. « Voir quoi » demanda-t-elle, confuse, mais elle suivit son regard jusqu'à sa bague. « Elle est à moi. »« Je sais, je veux juste la voir » insista Walter, se levant de sa chaise. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il la tendit. Adèle hésita, mais quelque chose dans l'expression de cet homme la força à obéir. Avec des doigts incertains, elle retira la bague et la plaça dans la paume ouverte de Walter. Il tint la pièce comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Il la tourna entre ses doigts, cherchant quelque chose. Lorsqu'il trouva la petite inscription à l'intérieur, ses jambes faillirent le lâcher. « À ma petite Justine. » « Avec amour, papa. » C'était exactement ce qui y était gravé. Les minuscules lettres qu'il avait lui-même choisies chez l'orfèvre, il y a si longtemps. « Où avez-vous trouvé ceci » demanda Walter, sa voix à peine un murmure. Adèle le fixa, complètement perdue. « Je l'ai toujours eue. Elle est à moi d'aussi loin que je me souvienne. C'était la seule chose que j'avais avec moi quand on m'a laissé au foyer. »« Le foyer » répéta Walter, comme si les mots n'avaient aucun sens. « Quel âge avez-vous » ?« 23 ans. »« Et quand avez-vous été laissé au foyer ?» Adèle fronça les sourcils, essayant de comprendre pourquoi cet homme riche et puissant se souciait de son histoire. « Les registres disent que j'avais environ 4 ou 5 ans. Je n'ai aucun souvenir de rien avant cela. Je sais juste que je suis apparu au foyer Sainte-Marie après avoir été trouvé par une famille qui a appelé la police. » Walter s'assit lourdement sur sa chaise. Son esprit travaillait frénétiquement, connectant des dates, des lieux, des possibilités qui semblaient impossibles. Il y a 23 ans, il avait perdu tout ce qu'il aimait lors d'une nuit terrible. Sa femme Jeanne et sa fille Justine, 5 ans, avaient disparu après un accident de voiture. Le véhicule avait été retrouvé capoté sur une route secondaire aux abords de Paris. Jeanne y était, mais Justine avait disparu. La police avait cherché pendant des jours, des semaines, des mois. Ils n'avaient jamais trouvé son corps. Ils n'avaient jamais trouvé d'indice sur ce qui aurait pu lui arriver. Walter n'avait jamais surmonté cette perte. Il avait construit un empire commercial pour échapper à la douleur, mais avait toujours nourri l'espoir secret que sa fille puisse être en vie quelque part. « Vous pouvez partir », dit-il soudain aux agents de sécurité, la voix étrange. « Laissez-la s'en aller. »« Mais monsieur Dubois », commença l'un d'eux. « J'ai dit de la laisser partir », répéta Walter avec fermeté. « Maintenant. » Les agents échangèrent des regards confus mais obéirent, sortant de la pièce. Adèle restait là, sans rien comprendre. « Puis-je récupérer ma bague » demanda-t-elle timidement. Walter regarda la pièce dans sa main, puis son visage. Pour la première fois, il étudia vraiment ses traits. Les yeux noisettes clairs, la forme du visage, la courbe du nez. Il y avait quelque chose de familier là, quelque chose qu'il ne pouvait pas définir mais qui résonnait profondément dans son cœur. « Bien sûr, dit-il finalement, lui rendant la bague avec une prudence excessive. « Excusez-moi pour le dérangement. Vous êtes libre de partir. » Adèle prit rapidement la bague et la remit à son doigt. Elle se tourna pour sortir, impatiente de s'échapper de cet endroit étrange et de cette situation encore plus étrange. Mais lorsqu'elle atteignit la porte, la voix de Walter l'arrêta. « Quel est votre nom de famille ?»« Adèle. »« Adèle Morin. » Walter acquiesça lentement. « Adèle, c'est un joli nom. »« Merci. » murmura-t-elle, puis elle sortit précipitamment, traversant le magasin sous les regards curieux des clients et des employés, jusqu'à atteindre enfin la rue. La pluie avait diminué pour un crachin fin. Adèle marcha rapidement, serrant sa corbeille de fleurs, le cœur toujours battant la chamade. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Pourquoi cet homme se souciait-il tant de sa bague? Pourquoi avait-il été si bouleversé en la voyant? Alors qu'elle s'éloignait sur le trottoir mouillé, Walter restait dans son bureau, le téléphone déjà à la main. Il composa un numéro qu'il connaissait par cœur, attendant impatiemment que les sonneries se fassent. « J'ai besoin de toi ici immédiatement », dit-il lorsque l'appel fut décroché. « C'est urgent.
C'est à propos de Justine. Ce soir-là même, tandis qu'Adèle rentrait dans sa petite chambre de bonne, essayant de comprendre l'étrange rencontre, Walter Dubois était dans son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. La résidence était imposante, avec des jardins soigneusement entretenus et une architecture qui mêlait le classique au moderne. Mais pour Walter, cette immense maison avait toujours semblé trop vide, pleine de pièces qui résonnèrent de sa solitude. Il était dans son bureau privé, un environnement avec des étagères en bois remplies de livres et de photographies encadrées. L'une d'elles, en particulier, occupait une place de choix sur son bureau. C'était Justine, à 4 ans, souriant à l'appareil photo avec les 2 dents de devant manquantes, portant la même bague qu'il avait vue cet après-midi à la main d'Adèle. À ses côtés, François Leroy entra dans la pièce. François était détective privé depuis plus de 15 ans et avait aidé Walter dans diverses affaires délicates au fil des ans. Grand mince, avec des lunettes à monture fine et une expression toujours sérieuse, il était connu pour sa discrétion et son efficacité. « Raconte-moi tout », dit François, s'asseyant sur le fauteuil en face du bureau. Walter passa la demi-heure suivante à relater chaque détail de la rencontre avec Adèle. Il parla de la bague, de la coïncidence des dates, de la sensation inexplicable qu'il avait eue en regardant cette jeune femme. Quand il eut terminé, il resta silencieux, s'attendant à ce que François lui dise qu'il était fou, qu'il voyait des liens là où il n'y en avait pas. Mais François acquiesça simplement, pensif. « Je commence immédiatement, dit-il. J'ai besoin de tout ce que tu peux obtenir. Les registres du foyer, les documents d'identité, toute information sur la façon dont elle est arrivée là. Et François, hésita Walter, sois discret. Si elle est vraiment ma fille, je ne veux pas l'effrayer. Entendu. Dans les jours suivants, pendant que François travaillait, Walter ne pouvait se concentrer sur rien d'autre. Il annula des réunions importantes, laissa des contrats en attente, ignora les appels de partenaires. Son esprit était complètement concentré sur Adèle et sur la possibilité qu'il n'osait qu'à peine s'avouer. Pendant ce temps, Adèle continuait sa routine. Chaque matin, elle se levait tôt, passait au marché aux fleurs pour choisir les meilleurs produits, puis se dirigeait vers ses points de vente habituels. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme de la bijouterie et à la façon dont il avait regardé sa bague. Madame Lefebvre, la propriétaire de l'hôtel meublé où elle vivait, remarqua sa distraction. « Tout va bien, ma petite ? Tu as l'air d'avoir la tête dans les nuages. » Adèle sourit sans conviction. « Tout va bien, Madame Lefebvre. Juste de la fatigue. » La femme plus âgée, avec ses cheveux blancs attachés en chignon et son tablier fleuri toujours sur elle, n'eut pas l'air convaincue. « Tu travailles trop, ma fille. Tu devrais trouver un emploi fixe, avec un contrat. J'ai déjà essayé, tu sais bien. Personne ne veut embaucher quelqu'un sans famille, sans référence. C'est plus facile ainsi. » Madame Lefebvre soupira mais n'insista pas. Elle connaissait l'histoire d'Adèle. Elle savait les difficultés que la jeune femme affrontait. Elle avait une affection maternelle pour elle. C'était la personne la plus proche de la famille qu'Adèle avait. Après 4 jours, François revint au bureau de Walter avec une enveloppe épaisse pleine de documents. « J'ai trouvé beaucoup de choses, dit-il, étalant des papiers sur le bureau. » Walter se pencha avec anxiété. Adèle Morin a été enregistrée au foyer Sainte-Marie en juin 2002. Elle a ainsi été trouvée par une famille qui voyageait sur l'autoroute. Elle était désorientée, avec des blessures légères, portant seulement cette bague. La voiture était à quelques mètres de là, capotée. « La date », murmura Walter. « C'est la même nuit. » François acquiesça gravement. « Exactement. L'accident de votre voiture a été enregistré la même nuit, dans la même région. Il y a des registres selon lesquels votre femme a été retrouvée, mais aucune trace de votre fille. La fillette qui a été emmenée au foyer avait environ 5 ans, le même âge que Justine à l'époque. » Walter sentit les larmes monter. Pendant 20 ans, il avait imaginé le pire. Il s'était torturé avec des possibilités terribles. Et maintenant, il y avait une chance que sa fille soit en vie, qu'elle ait survécu et grandi sans savoir qui elle était réellement. « Il y a plus, continua François. Adèle n'a jamais été adoptée. Elle a grandi au foyer jusqu'à ses 17 ans. Après cela, elle a trouvé cette chambre chez Madame Lefebvre et a commencé à travailler en vendant des fleurs. Elle n'a pas de casier judiciaire, pas de dette importante. D'après ce que j'ai pu vérifier, c'est une personne honnête qui essaie de survivre. Et concernant la famille biologique, demanda Walter anxieux. Une piste ? François secoua la tête. Aucun registre de parents ou de proches. La seule chose qui la connecte à une famille, c'est cette bague. Walter resta silencieux un long moment, assimilant tout. « Je dois être sûr, dit-il finalement.
Je dois savoir si elle est vraiment ma fille. Vous voulez faire un test ADN? Ce n'était pas une question. Oui, mais comment vais-je la convaincre? Elle ne me connaît pas. Elle n'a aucune raison de me faire confiance. François réfléchit un instant. Soyez honnête avec elle. Parlez-lui de Justine, de l'accident, de la bague. Si elle est votre fille, elle mérite aussi de savoir la vérité. Walter savait qu'il avait raison, mais l'idée de confronter Adèle le remplissait de peur. Et si elle rejetait la possibilité? Et si elle pensait qu'il essayait de profiter d'elle d'une manière ou d'une autre? Et si au final, le test montrait qu'elle n'était pas Justine et qu'il devait vivre avec cette déception? Mais il devait essayer. Il devait savoir. 2 jours plus tard, Walter envoya son chauffeur avec un message pour Adèle. Elle vendait des fleurs près de la place de la République lorsqu'un homme en costume s'approcha. « Mademoiselle Adèle Morin ?»« Oui, répondit-elle méfiante. Mon employeur souhaiterait s'entretenir avec vous au sujet d'une affaire importante. Il m'a demandé de vous remettre ceci. » L'homme tendit une enveloppe blanche. À l'intérieur, il y avait une carte avec une écriture élégante. « Adèle, je dois vous parler de la bague que vous portez. Je sais que cela doit paraître étrange, mais c'est très important. S'il vous plaît, accordez-moi une chance de m'expliquer. Demain, 14 h, au café Les Deux Magots sur les Champs-Élysées. S'il vous plaît, venez. » Walter Dubois. Adèle lut le billet 3 fois. Son premier instinct fut de l'ignorer. Quel genre de personne riche pense pouvoir simplement convoquer quelqu'un comme ça? Mais la curiosité était trop forte. Cet homme savait quelque chose sur sa bague, sur son passé. Et s'il pouvait lui donner des réponses sur ses origines? « D'accord, dit-elle au chauffeur. J'y serai. » Cette nuit-là, Adèle eut du mal à dormir. Elle fit tourner la bague à son doigt, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle était nerveuse. Ce petit morceau d'or était son seul lien avec un passé dont elle ne se souvenait pas. Durant toutes ces années au foyer, lorsque d'autres enfants étaient visités par des parents ou éventuellement adoptés, elle n'avait que cette bague. Les religieuses du foyer avaient tenté de la lui enlever quelquefois, disant qu'elle pourrait la perdre ou que quelqu'un pourrait la voler. Mais Adèle avait toujours refusé. Elle était à elle. C'était la seule chose qui prouvait qu'elle venait de quelque part, que quelqu'un, à un moment donné, s'était suffisamment soucié pour lui offrir ce cadeau. Le lendemain matin, elle choisit sa meilleure tenue. Ce n'était pas grand-chose, juste un jean sans trous et un chemisier blanc simple, mais c'était propre et bien repassé. Elle attacha ses cheveux en queue de cheval basse et se regarda dans le petit miroir fêlé de sa chambre. « Tu peux le faire, » dit-elle à son reflet. Ce n'est qu'une conversation. Le café Les Deux Magots était un établissement élégant mais pas intimidant comme la bijouterie. Il y avait des tables en bois clair, des plantes suspendues aux murs de briques apparentes et une délicieuse odeur de café frais. Adèle arriva quelques minutes avant 14 h et commanda un simple café, s'asseyant à une table près de la fenêtre. Ses mains tremblaient légèrement en tenant la tasse. Walter arriva ponctuellement. Il la vit par la fenêtre avant d'entrer et dut faire une pause un instant. Avec la lumière de l'après-midi illuminant son visage, la ressemblance avec Jeanne était indéniable. Les mêmes yeux noisettes clairs, la même inclinaison du menton. Comment n'avait-il pas remarqué avant? « Merci d'être venu, » dit-il en s'asseyant. Adèle acquiesça, étudiant son visage. De près, elle pouvait voir les rides d'inquiétude autour de ses yeux, les fils blancs dans ses cheveux. Il avait l'air fatigué, mais aussi plein d'espoir. « Vous avez dit que vous vouliez parler de ma bague. » Walter prit une inspiration. « Oui, mais d'abord je dois vous raconter une histoire. » Et puis il raconta. Il parla de Jeanne, la femme qu'il aimait plus que tout, de Justine, la fille qui était la lumière de sa vie, de cette nuit terrible de juin 2002, lorsqu'il avait reçu l'appel annonçant qu'il y avait eu un accident. De comment ils avaient trouvé la voiture. Ils avaient trouvé Jeanne, mais Justine avait disparu. Des années de recherches infructueuses, la douleur qui ne passait jamais, l'espoir qu'il ne pouvait complètement abandonner. « J'ai donné cette bague à ma fille pour son 5e anniversaire, dit-il, la voix étranglée. Il y a une inscription à l'intérieur. À ma petite Justine. Avec amour, papa. » Adèle sentit son cœur s'emballer. Avec des mains tremblantes, elle retira la bague et examina l'intérieur. Elle avait vu ces mots des centaines de fois au fil des ans, mais n'avait jamais réussi à comprendre complètement ce qu'ils signifiaient. L'inscription était usée par le temps. Quelques lettres presque effacées. « Justine, murmura-t-elle. C'était mon nom ?» Walter acquiesça, les larmes aux yeux. « Je crois que oui. Je crois que vous êtes ma fille. » Adèle ne savait pas quoi ressentir. Une partie d'elle voulait désespérément y croire. La possibilité d'avoir un père, d'appartenir à quelqu'un, d'avoir enfin des réponses. Mais une autre partie avait peur.
Et si c'était une erreur? Et si c'était une coïncidence cruelle? Comment pouvons-nous être sûrs? Demanda-t-elle. Un test ADN, répondit Walter. C'est la seule façon de le savoir avec certitude. Adèle le regarda longuement. Elle vit de la sincérité dans ses yeux. Elle vit la même espérance mêlée de peur qu'elle ressentait elle-même. D'accord, dit-elle finalement. Faisons le test. 3 jours plus tard, Adèle emménagea dans l'hôtel particulier des Dubois. Ce fut une transition surréaliste. D'une minuscule chambre de bonne à une suite plus grande que tout l'appartement de Madame Lefebvre. Elle avait sa propre salle de bain, dressing, et même un balcon avec vue sur le jardin. Walter insista pour qu'elle choisisse n'importe quelle pièce qu'elle voulait. Mais Adèle évita délibérément la chambre rose qui avait été celle de Justine enfant. Elle n'était pas encore prête pour cela. La maison était impressionnante mais aussi intimidante. Elle avait 2 étages, 6 chambres, une bibliothèque, une salle de cinéma, une salle de sport et une piscine à l'arrière. L'équipe d'employés comprenait une gouvernante, 2 femmes de ménage, un jardinier et un chauffeur. Tous furent présentés à Adèle comme la fille de Monsieur Dubois, et elle pouvait voir la curiosité à peine dissimulée dans leurs regards. Les premiers jours furent un mélange d'émerveillement et de malaise. Adèle ne savait pas comment agir, quels vêtements porter, comment parler avec les employés. Walter fut patient, expliquant tout, ne la pressant jamais. Il avait engagé une styliste personnelle pour l'aider à se composer une nouvelle garde-robe. Mais Adèle insista pour garder certains de ses anciens vêtements, y compris les baskets usées qu'elle utilisait pour vendre des fleurs. Elles étaient son lien avec celle qu'elle avait été, et elle ne voulait pas perdre cela complètement. Le 4e jour, pendant le dîner, Walter mentionna quelque chose qui la prit par surprise. « Je dois te parler de l'entreprise familiale, » dit-il, coupant son steak, « et de ton oncle Bruno. » Adèle leva les yeux de son assiette. « Oncle ?» Walter acquiesça. « Bruno est mon frère cadet. Il travaille dans l'entreprise. Il est vice-président. Vous allez vous rencontrer bientôt. Pourquoi en parlez-vous avec cette voix ?» demanda Adèle, percevant la tension subtile dans le ton de Walter. Walter soupira. « Bruno et moi avons toujours eu une relation compliquée. Quand notre père est décédé, il m'a laissé l'entreprise parce que j'étais l'aîné. Bruno ne l'a jamais bien accepté. Il pense qu'il devrait avoir plus de contrôle, plus de pouvoir de décision. Et maintenant que je suis revenu, dit Adèle lentement comprenant, je change encore plus la donne. Exactement. Tu es mon héritière légitime. Cela signifie qu'éventuellement, quand je prendrai ma retraite ou quand je ne serai plus là, tu hériteras de la majeure partie de l'entreprise. Bruno ne va pas être content. Adèle fronça les sourcils. Mais je ne connais rien aux affaires. Je n'ai pas étudié, je n'ai aucune expérience. Tu apprendras, dit Walter avec confiance. Et cela ne doit pas être immédiat. Mais Bruno doit savoir ton existence. Je vais l'inviter à dîner ce week-end. Je veux que vous vous rencontriez. Adèle passa les jours suivants de plus en plus nerveuse à l'idée de rencontrer son oncle. Walter tenta de la rassurer, mais elle pouvait sentir qu'il était lui aussi appréhensif. Le samedi soir, Bruno Dubois arriva ponctuellement à 20h. Adèle l'observa depuis la fenêtre du salon. Il était quelques années plus jeune que Walter, peut-être dans la quarantaine. Il portait un costume coûteux et parfaitement coupé, des cheveux foncés peignés en arrière et avait un air d'assurance qui frôlait l'arrogance. Son sourire était charmant, mais n'atteignait pas ses yeux. « Walter, » dit Bruno en entrant, embrassant son frère de manière mécanique. « Merci pour l'invitation. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas dîné ensemble. J'ai quelque chose d'important à te dire, » répondit Walter, le guidant vers le salon où Adèle attendait. Bruno s'arrêta quand il la vit. Ses yeux la balayèrent de haut en bas, dans une évaluation froide et calculatrice qui fit qu'Adèle se sentit exposée. « Et qui est cette charmante jeune femme ?» demanda Bruno avec un sourire qui ne correspondait pas au ton de sa voix. « Bruno, voici Adèle, ma fille, Justine. » Le sourire de Bruno se figea. « Excuse-moi, je crois que je n'ai pas bien entendu. Tu as dit ta fille ?» Walter se positionna près d'Adèle, un geste de protection subtil. « Oui, Adèle est Justine. Elle a survécu à l'accident il y a 20 ans. Nous avons fait un test ADN. C'est confirmé. » Le silence qui s'ensuivit fut pesant. Bruno regarda de Walter à Adèle, et de nouveau à Walter. Son expression était passée de charmante à complètement fermée. « C'est absolument ridicule, » dit-il finalement. « Après 20 ans, une fille apparaît soudainement avec une histoire commode et tu la crois simplement ?»« Walter, tu es manipulé. J'ai des preuves, » dit Walter calmement. Le test ADN est concluant. La bague qu'elle porte appartenait à Justine. Les dates de l'accident coïncident. Elle a été trouvée au même endroit cette nuit-là. Adèle sentit la colère monter. « Je ne manipule personne.
Je ne savais même pas qu'il existait avant quelques semaines. Bruno l'ignora complètement, se concentrant sur Walter. Comprends-tu ce que cela signifie? Si elle est vraiment ta fille, elle devient l'héritière principale. Cela change complètement la structure de l'entreprise. Je sais, répondit Walter. Et elle est ma fille, Bruno. Cela n'est pas en discussion. Allons dîner, dit Bruno brusquement. Nous devons en parler plus calmement. Le dîner fut tendu. Bruno posa des questions à Adèle, mais c'étaient des interrogatoires déguisés, pas de véritable tentative de la connaître. Où as-tu grandi exactement? Qui s'est occupé de toi? Comment te débrouillais-tu? Chaque réponse qu'elle donnait était reçue avec un scepticisme à peine dissimulé. Adèle tenta de garder son calme, mais lorsque Bruno insinua qu'elle pouvait être une escroc entraînée, elle perdit patience. « Ça suffit, dit-elle, se levant de table. Je n'ai rien à te prouver. Le test ADN prouve qui je suis. Si tu as un problème avec ça, c'est ton problème, pas le mien. » Bruno la fixa avec des yeux froids. « Fais attention, fillette. Tu as peut-être trompé mon frère, mais tu ne me trompes pas. Je découvrirai la vérité sur toi. » Walter frappa la main sur la table. « Bruno respecte ma fille. Si tu ne peux pas le faire, tu peux partir. » Bruno se leva, jetant la serviette sur son assiette. « Tu commets une erreur, Walter. Et quand tu le découvriras, il sera trop tard. » Il partit sans dire au revoir. Adèle et Walter restèrent dans la salle à manger en silence. « Je suis désolé, dit Walter finalement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse si mal. »« Il a peur, observa Adèle. Peur de perdre du pouvoir, de l'argent, du contrôle. » Walter acquiesça tristement. « Oui, et les hommes qui ont peur peuvent être dangereux. » Dans les jours suivants, Adèle tenta de se concentrer sur son adaptation à sa nouvelle vie. Walter l'inscrivit à un cours d'administration pour qu'elle puisse éventuellement participer à l'entreprise familiale. Il engagea également un tuteur privé pour l'aider avec les connaissances qu'elle avait manquées en ayant une éducation irrégulière. Mais quelque chose la dérangeait. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'accident, à la façon dont sa mère était partie et à la façon dont elle avait été séparée de Walter. Une nuit, alors que Walter travaillait dans son bureau, Adèle descendit et frappa à la porte. « Puis-je entrer ?»« Bien sûr, toujours, » dit Walter, indiquant une chaise. Adèle s'assit, nerveuse. « Je voulais en savoir plus sur l'accident. Vous avez dit qu'un autre véhicule a forcé la voiture de ma mère à quitter la route. La police a-t-elle enquêté là-dessus ?» Walter fronça les sourcils. « Ils ont enquêté, oui, mais ils n'ont jamais trouvé l'autre voiture. Il n'y avait pas non plus de témoins. La route était secondaire et déserte à cette heure-là. Vous pensez que c'était juste un accident? Ou aurait-ce pu être intentionnel ?» Walter la fixa, surpris par la question. « J'y ai pensé à l'époque, admit-il, mais je n'ai pas trouvé de motif. Qui aurait voulu faire du mal à Jeanne? C'était une professeure appréciée. Elle n'avait pas d'ennemis. »« Et vous ?» insista Adèle. « Aviez-vous des ennemis? Des ennemis d'affaires ?» Hein? Walter hésita. Il y a toujours de la concurrence dans le monde des affaires, mais rien qui justifierait quelque chose d'aussi extrême. Pourquoi demandez-vous cela? Adèle n'était pas sûre. C'était juste une intuition, un malaise qu'elle ne pouvait nommer. Je ne sais pas. Cela me semble étrange, l'autre voiture nous forçant à quitter la route. Moi disparaissant sans laisser de traces. Cela semble trop commode. Walter resta pensif. Je n'ai jamais regardé sous cet angle auparavant. J'étais tellement dévasté par la perte que j'ai accepté les conclusions de la police. Peut-être devrions-nous enquêter à nouveau. Je veux savoir ce qui s'est vraiment passé, dit Adèle avec fermeté. Je dois savoir. J'appellerai François demain, promit Walter. S'il y a quelque chose à découvrir, il le trouvera. Cette nuit-là, Adèle ne réussit pas à dormir. Elle resta sur le balcon de sa chambre, regardant les étoiles. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert qui elle était réellement, elle se permit de penser à Jeanne, la mère dont elle ne se souvenait pas. Elle tenta d'imaginer son visage, sa voix, son toucher. Tout ce qu'elle avait, c'était les histoires de Walter et quelques photographies. Mais elle sentait quelque chose de profond, un lien qui transcendait la mémoire. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Bruno Dubois était dans son appartement luxueux, buvant du whisky et regardant la vue sur la ville. Son esprit travaillait frénétiquement. Adèle était une menace réelle pour son futur, pour son pouvoir. Il avait travaillé des années pour se positionner comme le successeur naturel de Walter. Et maintenant, soudainement, une fille qui vendait des fleurs dans la rue était présentée comme l'héritière. Non, il n'allait pas accepter cela. Il devait y avoir un moyen de la discréditer, de prouver qu'elle était une fraude. Ou si elle était vraiment Justine, il devait trouver un moyen de neutraliser la menace qu'elle représentait.
Il prit le téléphone et composa un numéro. « J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un pour moi », dit-il lorsque l'appel fut décroché. « Adèle Morin. Je veux tout savoir sur elle. Absolument tout. Et je me moque des méthodes que tu utiliseras. » Dans l'hôtel particulier des Dubois, tandis qu'Adèle s'endormait enfin, elle n'avait aucune idée de la tempête qui approchait. Elle n'imaginait pas que les questions qu'elle avait posées sur l'accident avaient allumé une lumière sur des secrets que certaines personnes préféreraient garder enterrés pour toujours. Le matin commença dans l'urgence. François partit tôt pour organiser la protection de Fabian Arnault, l'emmenant dans un hôtel discret dans une autre ville où Bruno ne pourrait pas le trouver facilement. Walter contacta son avocat de confiance, Maître Antoine Leclerc, un homme de 60 ans à la réputation impeccable et à la vaste expérience dans les affaires complexes. Adèle, quant à elle, ne pouvait pas rester en place. Elle marchait dans l'hôtel particulier, assimilant la révélation de la nuit précédente. Son oncle, l'homme qui l'avait reçu avec tant de froideur, était responsable de tout ce qui s'était passé. Pour la première fois, elle ressentit une véritable haine. Maître Leclerc arriva à l'hôtel particulier en milieu de matinée. Il s'assit avec Walter et Adèle dans la bibliothèque, écoutant attentivement pendant que Walter relatait toutes les découvertes. « C'est une affaire sérieuse », dit l'avocat lorsque Walter eut terminé. « Mais nous aurons besoin de plus que le témoignage d'un seul homme, surtout quelqu'un avec un casier judiciaire. Bruno va alléguer que Fabien ment pour obtenir l'immunité ou de l'argent. Nous avons besoin de preuves documentaires. »« Relevé bancaire », dit François entrant dans la pièce. « Je dois accéder au compte de Bruno de 2002, voir s'il y a des transferts suspects dans les semaines précédant et suivant l'accident. » Walter hésita. « Cela nécessitera un mandat judiciaire. Et Bruno sera alerté dès que nous le demanderons. »« Pas nécessairement, » dit Maître Leclerc pensif. « Si nous parvenons à démontrer une cause probable pour une enquête sur un crime grave, je peux demander le secret judiciaire. Le juge peut émettre le mandat sans que Bruno ne soit immédiatement notifié. Mais nous devons être rapides. Combien de temps a-t-on pour exécuter le mandat avant que Bruno ne le découvre? 72 heures, peut-être moins si Bruno a des informateurs. Alors nous avons 3 jours pour rassembler tout ce dont nous avons besoin, dit Adèle avec détermination. Commençons. François sortit pour coordonner avec des experts légistes qui pourraient analyser les relevés dès qu'ils seraient obtenus. Maître Leclerc partit préparer la requête pour le juge. Walter et Adèle restèrent, entourés par le poids de ce qu'ils étaient sur le point de faire. « Es-tu sûr de cela ?» demanda Walter à sa fille. « Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Bruno est mon frère, mais il est aussi dangereux. Cela pourrait te mettre en danger. » Adèle le fixa. « Il m'a enlevé ma mère. Il a essayé de me faire disparaître. Il t'a fait souffrir pendant 20 ans. Je ne reculerai pas maintenant par peur. Je veux la justice. » Walter serra sa fille dans ses bras. « Ta mère serait si fière de toi. Tu as son courage. » Pendant ce temps, au bureau de l'entreprise Dubois, Bruno était agité. Il avait passé la nuit à essayer de découvrir ce que François Leroy avait trouvé. Il appela ses contacts, paya pour des informations, mais tout ce qu'il obtint, ce furent des fragments. François était allé à la campagne. Il avait parlé à quelqu'un. Il était revenu directement à l'hôtel particulier de Walter au milieu de la nuit. Bruno savait qu'il était sous enquête. La question était de savoir ce qu'ils avaient découvert et combien de temps il lui restait pour agir. Il appela un avocat privé, pas l'avocat de l'entreprise, mais quelqu'un spécialisé dans les affaires criminelles délicates. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur une possible action en justice contre moi, » dit Bruno. « Je veux savoir s'il y a des mouvements dans les tribunaux, des demandes de mandat judiciaire, quoi que ce soit lié à mon nom ou à mes finances. » L'avocat promit d'enquêter et de revenir avec des informations dans les 24 heures. Mais Bruno savait qu'il n'aurait peut-être pas autant de temps. Il avait besoin d'un plan de secours. Cet après-midi-là, Maître Leclerc obtint le mandat judiciaire. Un juge, convaincu par la gravité des accusations et la qualité des preuves préliminaires, émit un mandat pour l'accès complet au relevé bancaire de Bruno Dubois pour les années 2001 à 2003. Les banques avaient 48 heures pour livrer les documents. François coordonna avec des experts en analyse financière. Il devait identifier les transferts suspects, notamment vers Fabien Arnault, ou toute autre personne qui pourrait être impliquée. L'attente fut angoissante. Walter tenta de maintenir sa routine dans l'entreprise, mais il était distrait. Il évita les rencontres avec Bruno, prétextant des réunions externes. Bruno le remarqua et devint encore plus méfiant.
Adèle utilisa ce temps pour en savoir plus sur sa mère. Walter avait tout gardé. Les journaux intimes de Jeanne, ses peintures, des photographies. Adèle passa des heures à lire les mots de sa mère, apprenant à connaître la femme qu'elle avait été. Dans un des journaux, daté de seulement 2 semaines avant l'accident, Adèle trouva quelque chose qui la fit s'arrêter. Entrée de mai 2002. Je suis inquiète à propos de quelque chose que j'ai découvert dans les livres de l'entreprise. Il y a des divergences dans les rapports financiers que Bruno présente. Je l'ai confronté aujourd'hui et il a très mal réagi. Il a dit que je ne comprenais rien aux affaires et que je devrais me préoccuper de mes cours d'art. Mais je sais ce que j'ai vu. Il y a de l'argent détourné. Je dois en parler à Walter, mais il est tellement occupé par les négociations de fusion. Je ne veux pas l'inquiéter sans être sûr. Je vais enquêter davantage. Adèle appela Walter immédiatement. Il lut l'entrée et pâlit. Jeanne avait découvert quelque chose. Elle enquêtait sur Bruno. Cela change tout, dit Walter. Ce n'était pas seulement à propos de la fusion et du contrôle de l'entreprise. Bruno avait un motif supplémentaire. Jeanne pouvait l'exposer, ruiner sa réputation, possiblement même l'incriminer pour détournement de fonds. Il l'a éliminé pour se protéger, compléta Adèle se sentant nauséeuse. Et j'étais juste une enfant qui se trouvait sur son chemin. Walter serra sa fille dans ses bras, tous deux confrontés à l'ampleur de la malveillance de Bruno. À ce moment, François appela. Les relevés sont arrivés. Je suis avec l'équipe légiste en train d'analyser maintenant. 3 heures plus tard, François revint avec un dossier épais plein de documents marqués et surlignés. Nous avons trouvé, dit-il, posant les papiers sur la table, 3 virements des comptes de Bruno vers un compte au nom de Fabien Arnaud. Le premier 15 jours avant l'accident, d'un montant de 20 000 €. Le deuxième 2 jours avant l'accident, 10 000 €. Et le troisième, 1 semaine après l'accident, 50 000 €. Walter regarda les chiffres. 50 000 après l'accident, le paiement final. Exactement, confirma François. Et il y a plus. Il y a une autre série de virements vers un compte au nom de Paul Mercier. J'ai fait des recherches et c'est un ancien agent de sécurité connu pour des travaux douteux. Il est enregistré comme ayant travaillé pour Bruno à cette époque. Paul Mercier, répéta Walter. Je n'ai jamais entendu ce nom. François ouvrit un autre document. Il était discret. Mais il y a des appels téléphoniques enregistrés entre Bruno et Paul la nuit de l'accident et les jours suivants. Des dizaines. Adèle assimilait tout. Il y avait donc d'autres personnes impliquées en dehors de Fabien. Bruno avait un réseau. Nous devons trouver ce Paul Mercier, dit-elle. J'y travaille, assura François. Mais il y a un problème. Paul a disparu il y a 15 ans. Personne ne sait où il est. Il pourrait utiliser un autre nom, avoir quitté le pays, ou il pourrait ne plus être en vie. Bruno a pu se débarrasser de lui pour éliminer les témoins, dit Walter sombrement. C'est possible, convint François, mais je continuerai de chercher. Attendant, nous avons suffisamment de preuves. Fabien, les relevés bancaires, le journal de Jeanne, c'est un dossier solide. Maître Leclerc, qui était resté silencieux à analyser les documents, parla finalement. C'est solide, mais nous allons faire face à une résistance féroce. Bruno va engager les meilleurs avocats. Il va alléguer que les transferts étaient légitimes, que Fabien ment, que le journal n'est que des suppositions de Jeanne. Nous devons être prêts pour une longue bataille. Combien de temps avant que nous puissions aller à la police ? Demanda Walter. Nous pouvons y aller demain, répondit l'avocat. Mais je suggère que nous confrontions Bruno d'abord. Donnons-lui la chance de se rendre, d'avouer. S'il coopère, le processus pourrait être plus rapide et moins douloureux pour tout le monde. Adèle n'aimait pas l'idée. Pourquoi lui donnerions-nous cette chance? Parce que stratégiquement c'est mieux, expliqua Maître Leclerc patiemment. S'il avoue, nous avons une affaire bouclée. S'il se bat, cela peut traîner pendant des années, et de plus c'est plus digne. Walter a le droit de confronter son frère face à face. Walter acquiesça lentement. Il a raison, Adèle. Je dois le faire. Je dois regarder Bruno dans les yeux et lui demander pourquoi. Pourquoi il a fait cela à Jeanne, à toi, à moi? Adèle accepta à contre-cœur. Mais j'ai une condition. Je serai là. Je veux voir sa tête lorsqu'il sera confronté à la vérité. D'accord, dit Walter. Ils fixèrent le rendez-vous pour le lendemain matin, dans le bureau privé de Walter à l'entreprise. François s'assura d'avoir des agents de sécurité discrets positionnés, au cas où Bruno réagirait mal. Maître Leclerc prépara tous les documents organisés dans des dossiers. Le piège était tendu. Cette nuit-là, Bruno Dubois reçut un message de son frère. Réunion importante demain à 9 h. Mon bureau. C'est au sujet de l'entreprise et de l'avenir.
Veuillez être présent. Bruno lut le message 3 fois. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas refuser. Ne pas se présenter serait admettre la peur, admettre la culpabilité. Et Bruno Dubois n'avait jamais rien admis de sa vie. « D'accord », répondit-il, « j'y serai. » Tandis que la ville dormait, 4 personnes restaient éveillées. Walter, repassant mentalement ce qu'il dirait à son frère, gérant la trahison et la colère. Adèle, s'entraînant à contrôler ses émotions lorsqu'elle verrait l'homme qui avait détruit sa famille. François, vérifiant et revérifiant chaque détail du dossier, s'assurant qu'il n'y avait pas de faille. Et Bruno, planifiant sa défense, confiant que, indépendamment de ce que Walter avait découvert, il réussirait à s'en sortir indemne. Il s'en sortait toujours. Mais cette fois, Bruno avait tort. Pour la première fois de sa vie, les conséquences de ses actions étaient sur le point de le rattraper, et il n'y aurait pas d'échappatoire. Le matin se leva nuageux sur Paris. Walter arriva au bureau à 7 heures, 2 heures avant le rendez-vous. Il avait besoin de temps pour se préparer mentalement à confronter son frère. Adèle était avec lui, pâle mais déterminée. Ils avaient passé la nuit presque sans dormir. François arriva une demi-heure plus tard, apportant les dossiers avec toutes les preuves parfaitement organisées. Maître Leclerc fut le dernier à arriver, sa présence ajoutant un poids légal à la rencontre. « J'ai positionné 2 agents de sécurité discrets dans le couloir », informa François. « Si Bruno tente quoi que ce soit, ils entrent immédiatement. »« Nous espérons que ce ne sera pas nécessaire », dit Maître Leclerc. « Mais il vaut mieux être préparé. » À 9 heures précises, la secrétaire de Walter annonça l'arrivée de Bruno. Il entra dans le bureau avec son assurance habituelle, vêtu d'un costume gris parfaitement coupé. Son sourire vacilla en voyant Adèle, François et l'avocat présents. « Je ne savais pas que ce serait une réunion si formelle, » dit Bruno, la voix légèrement tendue. « Assieds-toi, Bruno, » dit Walter, indiquant une chaise isolée en face du bureau. Les autres étaient positionnés autour, créant un demi-cercle qui faisait que Bruno semblait isolé. Il s'assit, mais sa posture était rigide, défensive. De quoi s'agit-il exactement? Walter regarda son frère, essayant de trouver une trace du garçon qui avait grandi à ses côtés. Mais tout ce qu'il voyait, c'était un étranger, quelqu'un capable d'actes inimaginables. « Nous allons parler de juin 2002, » commença Walter. Plus précisément de la nuit du 23 juin. Bruno ne réagit pas visiblement, mais Adèle remarqua que ses doigts se crispèrent légèrement sur les accoudoirs de la chaise. « Je ne comprends pas. Qu'y a-t-il cette nuit-là? C'était la nuit où Jeanne et Justine sont mortes, » dit Walter. Et sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. « Ou du moins, c'est ce que je pensais. » Bruno garda une expression neutre. Ce fut une terrible tragédie. Nous l'avons tous pleuré. Mais pourquoi en parlons-nous maintenant, après tant de temps? Parce que nous avons découvert la vérité, dit Adèle, sa voix tranchante comme une lame. Nous avons découvert ce que tu as fait. Bruno la regarda finalement directement, et il y avait quelque chose de froid dans ses yeux. Je ne sais pas de quoi tu parles. François ouvrit le premier dossier. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Fabien Arnaud. Tu te souviens de lui? Le masque de Bruno commença à se fissurer. Sa mâchoire se contracta. Je n'ai jamais entendu ce nom. Tu en es sûr? Continua François, sortant des relevés bancaires. Parce que tes registres montrent 3 virements vers lui. 20 000 € le 8 juin 2002, 10 000 le 21 juin et 50 000 le 30 juin. Bruno regarda les documents, mais ne les prit pas. Je fais beaucoup de transactions. Je ne me souviens pas de chacune. Fabien se souvient très bien de toi, dit François. D'ailleurs, il est sous protection maintenant, prêt à témoigner. Il nous a tout raconté. Comment tu l'as engagé pour forcer la voiture de Jeanne à quitter la route? Comment tu as changé le plan à la dernière minute, lui ordonnant de le faire la nuit spécifique où elle serait avec Justine? Comment tu as promis que tu t'occuperais de l'enfant si elle survivait? Le visage de Bruno devint rouge. C'est ridicule. La parole d'un criminel contre la mienne. Il ment évidemment pour obtenir un accord. Maître Leclerc intervint pour la première fois. Normalement, je serais d'accord. Mais il y a plus. Il posa sur la table des copies des appels téléphoniques. Voici les registres de tous les appels entre toi et Fabien dans les semaines précédant et suivant l'accident. Difficile de nier le contact lorsqu'il y a une documentation officielle. Et il y a ceci, dit Adèle, prenant le journal intime de sa mère. Elle l'ouvrit à la page marquée et lut à voix haute. « Je suis inquiète à propos de quelque chose que j'ai découvert dans les livres de l'entreprise. Il y a des divergences dans les rapports financiers que Bruno présente. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. « Je l'ai confronté aujourd'hui et il a très mal réagi. Il a dit que je ne comprenais rien aux affaires. Mais je sais ce que j'ai vu.
Il y a de l'argent détourné. Elle savait, Bruno, dit Adèle, des larmes de colère dans les yeux. Ma mère savait que tu volais l'entreprise. Elle allait le dire à Walter. Alors tu l'as éliminé. Bruno se leva brusquement. C'est une farce. Vous fabriquez des preuves. Vous manipulez des documents. Assieds-toi, ordonna Walter. Et il y avait une autorité dans sa voix qui fit hésiter Bruno. Nous avons un témoin. Nous avons des preuves documentaires. Nous avons le journal de Jeanne écrit de sa propre main. Nous avons les relevés bancaires fournis par les banques elles-mêmes sous mandat judiciaire. Qu'as-tu, toi? Silence. Bruno regarda autour du bureau comme un animal acculé. Son esprit travaillait frénétiquement, cherchant une issue. Vous ne pouvez rien prouver, dit-il finalement, mais la confiance avait disparu de sa voix. Fabien est un criminel. Le journal n'est que des suppositions. Les virements peuvent être pour n'importe quoi. Et il y a Paul Mercier, ajouta François, observant la réaction de Bruno. Nous avons vu les appels entre vous deux aussi, les virements vers lui. Nous savons qu'il était impliqué. Le visage de Bruno pâlit. Où est-il? Bonne question, dit François. Paul a disparu il y a 15 ans. Très commode pour toi. Tu as éliminé tes témoins, n'est-ce pas? Contrairement à Fabien, qui a eu la chance de fuir avant que tu ne puisses le faire taire aussi. Ça suffit, cria Bruno. Vous n'avez rien. Rien qui tienne devant un tribunal. Peut-être, dit Maître Leclerc calmement, ou peut-être que nous avons assez. Mais il y a une façon de résoudre cela qui est meilleure pour tout le monde. Tu avoues, tu racontes toute la vérité. En échange, nous pouvons négocier les termes avec le procureur. Bruno rit, un son rauque et sans humour. Avouez? Vous me prenez pour un idiot? Je ne vais pas avouer quelque chose que je n'ai pas fait. Walter se leva, posant ses mains sur le bureau. Regarde-moi, Bruno. Je suis ton frère. Nous avons grandi ensemble. J'ai toujours essayé de te protéger. Je t'ai toujours donné ta place dans l'entreprise même lorsque papa voulait te laisser de côté. Et tu as fait cela. Tu as tué ma femme. Tu as essayé de tuer ma fille. Tu m'as fait vivre 20 ans en enfer en croyant que j'avais tout perdu. Pourquoi? Pour de l'argent. Pour le pouvoir? Bruno rencontra les yeux de Walter et pendant un bref instant, son masque tomba complètement. Il y avait de la haine là, du ressentiment accumulé pendant des décennies. Tu as toujours tout eu, cracha Bruno. L'amour de papa, le contrôle de l'entreprise, la famille parfaite. Tandis que j'étais toujours le second, toujours dans ton ombre. Jeanne était sur le point de ruiner tout ce que j'avais construit. Oui, je détournais de l'argent. C'était mon droit. Je travaillais autant que toi, mais je recevais des miettes. La fusion était ma chance d'avoir enfin ce que je méritais. Alors tu l'as tuée, dit Adèle, sa voix se brisant. Tu as enlevé ma mère parce qu'elle a découvert tes vols. Bruno la regarda et il n'y avait aucun remords dans son expression. C'était nécessaire. Elle allait tout dire. Elle allait me détruire. Et moi, demanda Adèle, les larmes coulant. J'étais une enfant de 5 ans. Pourquoi essayer de me faire disparaître? Tu étais l'héritière, dit Bruno avec indifférence. Avec toi hors du chemin, j'aurais le contrôle permanent. Je serais le prochain dans la ligne de succession. La pièce devint silencieuse. La confession venait de sortir, claire et sans ambiguïté. Maître Leclerc montra discrètement l'enregistreur numérique qui avait tout enregistré. Bruno réalisa trop tard ce qu'il avait fait. Il avait avoué, devant des témoins, sous enregistrement. Son arrogance et sa colère l'avaient poussé à commettre l'erreur finale. Tu es piégé, pas légalement encore, mais moralement. C'est fini, dit Walter, la voix chargée de douleur et de déception. François était déjà au téléphone avec la police. Maître Leclerc rangeait soigneusement l'enregistreur, s'assurant que la confession était en sécurité. Bruno regarda autour de lui, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. Il tenta de sortir, mais les agents de sécurité bloquèrent la porte. « Vous ne pouvez pas faire ça, dit-il, mais la voix était vide. « Je suis un Dubois. J'ai des droits. »« Jeanne avait des droits, » dit Adèle, sa voix ferme malgré les larmes. « J'avais droit à une mère, à grandir avec ma famille. Tu nous as tout enlevé, maintenant tu vas payer. » La police arriva 20 minutes plus tard. Bruno fut formellement arrêté pour homicide involontaire, tentative d'enlèvement et plusieurs autres crimes. Alors qu'il était emmené menotté, il cria des menaces, promit que ses avocats régleraient tout, qu'il reviendrait. Mais tout le monde savait que c'était un mensonge. Avec la confession enregistrée et toutes les preuves, Bruno Dubois n'avait nulle part où fuir. Lorsque le bureau redevint enfin vide, à l'exception de Walter, Adèle et François, le silence était lourd. « C'est fini », dit François doucement. « C'est fait. »
Walter s'assit lourdement sur sa chaise, semblant avoir vieilli de plusieurs années en une matinée. « Mon frère, mon propre frère. » Adèle s'approcha de lui et prit sa main. « Il n'est plus ton frère. Un vrai frère n'aurait jamais fait cela. » Walter regarda sa fille et malgré toute la douleur, il ressentit de la gratitude. Il avait tant perdu, mais il avait retrouvé Justine. Sa fille était là, forte et courageuse, cherchant justice pour la mère dont elle se souvenait à peine. « Ta mère serait si fière de toi, » dit-il, la tirant dans une étreinte. Adèle laissa finalement les larmes couler librement. C'étaient des larmes de douleur pour ce qu'elle avait perdu, mais aussi de soulagement. La vérité avait enfin éclaté. Sa mère serait rappelée non comme une victime d'accident, mais comme une femme courageuse qui avait découvert la vérité et en avait payé le prix ultime. Et Bruno paierait pour ses crimes. La justice était rendue. 6 mois après le procès, la vie avait trouvé un nouveau rythme à l'hôtel particulier des Dubois. Les matinées d'Adèle commençaient désormais très différemment de celles où elle vendait des fleurs dans la rue. Elle se réveillait dans sa chambre spacieuse, prenait son petit déjeuner avec Walter sur le balcon donnant sur le jardin, puis ils partaient ensemble pour l'entreprise. Walter avait insisté pour qu'elle commence à apprendre les affaires familiales progressivement, sans pression. Adèle suivait des cours de gestion le matin et travaillait aux côtés de son père l'après-midi, absorbant chaque détail du fonctionnement de l'entreprise. Étonnamment, elle découvrit qu'elle avait du talent pour cela. Son expérience de vie dans la rue, ayant dû négocier, lire les gens et résoudre des problèmes rapidement, se transposait bien dans le monde des affaires. Walter commentait souvent qu'elle avait l'intelligence vive de Jeanne et sa propre détermination. La combinaison parfaite. L'entreprise avait également changé. Avec Bruno écarté, Walter mit en place des audits complets et de nouveaux systèmes de contrôle financier. Ils découvrirent que le détournement de fonds avait été encore plus important qu'ils ne l'imaginaient, s'étalant sur des années. Mais avec les réformes, l'entreprise était plus forte et plus transparente que jamais. Un jour, pendant le déjeuner dans un restaurant près du bureau, Adèle aborda un sujet auquel elle pensait depuis des semaines. « Papa, je veux faire quelque chose pour ma mère. Quelque chose qui honore sa mémoire. » Walter posa sa fourchette, lui accordant toute son attention. « Qu'as-tu en tête ?» Adèle prit une profonde inspiration. « Je veux créer une fondation, quelque chose qui aide les enfants orphelins, surtout ceux qui ont été séparés de leur famille, dans des circonstances traumatisantes. Je veux que d'autres enfants aient de meilleures opportunités que celles que j'ai eues. Éducation, soutien psychologique, formation professionnelle, et je veux l'appeler Fondation Jeanne Dubois. » Walter sentit des larmes lui monter aux yeux. « C'est une belle idée. Ta mère s'est toujours souciée des moins fortunés. Elle serait honorée. » Dans les mois qui suivirent, ils travaillèrent ensemble sur le projet. Walter fournit le capital initial et ses contacts dans le monde des affaires. Adèle utilisa son expérience personnelle pour façonner les programmes. Elle savait exactement ce dont les enfants des foyers avaient besoin parce qu'elle avait vécu cette réalité. Le siège de la fondation fut établi dans un bâtiment rénové au centre de Paris. Ils embauchèrent des psychologues, des éducateurs et des assistants sociaux. Ils créèrent des programmes de mentorat, des bourses d'études et même un petit centre d'art, inspiré par l'amour de Jeanne pour l'art. Le jour de l'inauguration, il y avait une foule, des partenaires d'entreprise, des représentants du gouvernement, des enfants des foyers locaux et, bien sûr, Madame Lefebvre, qu'Adèle avait invitée en hommage à la femme qui avait été sa famille quand elle n'avait personne. Adèle monta sur scène pour prononcer le discours d'ouverture. Son cœur battait fort, mais elle était prête. « Bonjour à tous. Mon nom est Adèle Dubois, anciennement connue sous le nom d'Adèle Morin. Il y a 1 an, je vendais des fleurs dans les rues de Paris pour survivre. J'ai grandi dans un foyer, sans savoir qui étaient mes parents ni d'où je venais. La vie était difficile, mais j'avais quelque chose que beaucoup n'ont pas. J'avais l'espoir. » Elle fit une pause, regardant l'auditoire. Ma mère, Jeanne Dubois, était professeure d'art. Elle croyait en la beauté, en la créativité et au potentiel de chaque personne. Bien que je n'ai pas eu la chance de la connaître consciemment, je porte son héritage dans mon cœur. Cette fondation existe pour honorer sa mémoire et pour garantir que des enfants comme moi aient non seulement de l'espoir, mais de réelles opportunités. Une éducation de qualité, un soutien émotionnel et des voies vers un avenir meilleur. L'applaudissement fut assourdissant.
Walter, regardant depuis le côté de la scène, ne s'était jamais senti aussi fier. Dans les mois qui suivirent, la Fondation Jeanne Dubois grandit rapidement. Adèle était personnellement impliquée, visitant régulièrement les foyers partenaires, parlant avec les enfants, étant une preuve vivante qu'il était possible de surmonter les circonstances les plus difficiles. Un après-midi, elle était au centre d'art de la Fondation lorsqu'une petite fille d'environ 6 ans s'approcha timidement. « Tu as vraiment été orpheline ?» demanda la fille. Adèle s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Oui, je l'ai été. J'ai grandi sans connaître mes parents, tout comme toi. »« Et tu étais triste ?»« Très triste parfois, » admit Adèle. « Mais tu sais, ce que j'ai appris, que notre histoire ne définit pas qui nous sommes. C'est nous qui nous définissons. Tu peux être tout ce que tu veux. » La fille sourit et serra Adèle dans ses bras avant de courir retourner à son cours de peinture. Cette simple étreinte valait tout. Par une soirée tranquille, Walter et Adèle dînaient chez eux. La table était dressée sur le balcon, avec des bougies allumées et une belle vue sur le jardin éclairé. « Regrettes-tu, demanda Walter soudainement, d'avoir fait des recherches pour me retrouver? De toute la souffrance que la découverte de la vérité a apportée ?» Adèle réfléchit attentivement avant de répondre. « Non, parce que maintenant je sais qui je suis, je sais d'où je viens, et j'ai la chance de faire une différence dans la vie des autres. De plus, je t'ai trouvé. J'ai trouvé mon père. » Walter prit sa main à travers la table. « Tu m'as sauvé. Tu sais, après avoir perdu Jeanne et toi, j'ai passé 20 ans à survivre, pas à vivre. J'ai construit une immense entreprise, mais ma vie était vide. Tu as comblé ce vide. Tu m'as redonné un but. » Ils trinquèrent, célébrant non seulement ce qu'ils avaient à trouver, mais honorant également ce qu'ils avaient perdu. À ce moment-là, Adèle ressentit une paix qu'elle ne savait pas possible. Les week-ends, Adèle gardait une habitude spéciale. Elle visitait le cimetière où Jeanne était enterrée. Walter avait rénové la tombe, la transformant en un petit mémorial avec un jardin de fleurs autour. Adèle apportait toujours des rosées fraîches, un lien avec son ancien travail et avec l'amour de sa mère pour les fleurs. Elle s'asseyait là et parlait, racontant la fondation, le travail, comment elle se sentait. « Salut maman, j'ai apporté tes fleurs préférées aujourd'hui, des roses blanches. La fondation se porte très bien. Nous avons aidé 50 enfants de plus ce mois-ci. J'essaie de te rendre fière. » Elle faisait une pause comme si elle attendait une réponse. « Papa va bien aussi. » Il sourit vraiment maintenant. « Je pense que me retrouver l'a aidé à trouver la paix. Nous essayons tous les deux d'honorer ta mémoire de la meilleure façon possible. Tu ferais ça, n'est-ce pas? Si tu étais ici, tu te battrais pour la justice. Tu aiderais ceux qui en ont besoin. J'espère être sur la bonne voie. » Le vent soufflait doucement, faisant danser les pétales des roses. Adèle choisissait de croire que c'était sa mère qui répondait, disant que oui, qu'elle était fière. 1 an après le procès, il y eut une petite cérémonie à l'entreprise. Walter prenait officiellement sa retraite en tant que PDG. Pas complètement. Il resterait président du conseil d'administration, mais le quotidien serait géré par un nouveau PDG qu'il avait recruté. Un dirigeant expérimenté et de confiance. Mais il tint à annoncer quelque chose de plus. Adèle Dubois sera la vice-présidente de l'impact social et de l'innovation. Elle dirigera non seulement la fondation, mais aussi les initiatives de responsabilité sociale de l'entreprise. Et quand elle sera prête, dans quelques années, elle assumera des postes de responsabilité encore plus importants. Adèle ne voulait pas être PDG, du moins pas encore, peut-être jamais. Mais elle voulait faire une différence. Et dans ce nouveau poste, elle pourrait faire exactement cela. Le soir, ils firent la fête à la maison. Madame Lefebvre était là, désormais une présence régulière dans leur vie. François aussi, qui était devenu un ami proche de la famille. Maître Leclerc passa rapidement pour les féliciter. C'était une petite célébration, mais pleine d'amour et de signification. Adèle regarda autour de la pièce. Voyant son père rire d'une blague de François, Madame Lefebvre servant du café à tout le monde, comme elle le faisait toujours, et ressentit de la gratitude. Sa vie avait complètement changé. De vendeuse de fleurs dans la rue à héritière d'un empire. Mais plus important que l'argent ou le statut, elle avait trouvé une famille. Elle avait trouvé un but. Elle avait trouvé la justice pour sa mère. Avant de dormir, Adèle se rendit dans la chambre qui avait été celle de Justine enfant. Walter avait demandé si elle voulait changer la décoration, mais elle préféra la garder telle qu'elle. C'était un lien avec celle qu'elle avait été. La fillette qui avait tout perdu mais qui, d'une certaine manière, avait survécu.
Elle prit une photo encadrée sur la commode. C'était Jeanne et Justine ensemble, mère et fille souriant à l'appareil photo. Adèle traça le contour du visage de sa mère avec son doigt. « Nous avons réussi, maman, » murmura-t-elle. « Nous avons eu justice. Bruno va payer pour ce qu'il a fait. Et j'ai trouvé papa. J'ai trouvé ma place. Je fais une différence. J'espère que tu es fière. » Elle reposa la photo et regarda par la fenêtre les étoiles. Quelque part là-haut, elle aimait penser. Jeanne regardait, et elle souriait. Le voyage avait été long et douloureux. Il avait impliqué 20 ans de séparation, de douleur, d'injustice. Mais il avait aussi impliqué de l'espoir, de la détermination et de l'amour. Et à la fin, l'amour avait triomphé. Walter apparut à la porte. « Tu vas bien ?» Adèle se retourna et sourit. « Oui, papa, je vais enfin bien. » Ils s'étreignirent, père et fille réunis contre toute attente. Dehors, la ville de Paris continuait son rythme frénétique. Mais à l'intérieur de l'hôtel particulier des Dubois, il y avait la paix. Il y avait la famille. Il y avait l'avenir. Et tandis qu'Adèle s'endormait cette nuit-là, pour la première fois dans sa vie d'adulte, elle se sentait complète. Non pas parce qu'elle avait la richesse ou le statut, mais parce qu'elle savait qui elle était. Elle était Justine Dubois. Elle était la fille de Jeanne et Walter. Elle était une survivante. Elle était une battante. Elle était quelqu'un qui ferait une différence dans le monde. Et c'était une histoire qui méritait d'être racontée. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Walter et Adèle a touché vos cœurs. Un voyage de perte, de retrouvailles et de justice qui nous rappelle que la vérité triomphe toujours et que l'amour familial peut surmonter même les plus grandes adversités. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre plus de récits inspirants comme celui-ci. Laissez un pouce bleu si l'histoire de la Fondation Jeanne Dubois et le combat d'Adèle pour la justice vous ont motivé. Et dans les commentaires, nous aimerions beaucoup connaître vos opinions. Croyez-vous que retrouver sa famille peut guérir les blessures les plus profondes? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Partagez vos histoires avec nous. Chaque jour, nous vous apportons des récits qui explorent la complexité de la vie, le pouvoir de l'amour et la force de la détermination humaine. Pour plus d'histoires qui vous émouvront et vous inspireront, cliquez sur la liste de lecture spéciale que nous avons préparée. Elle est juste à côté. Ne manquez pas nos prochains contenus. À la prochaine histoire et rappelez-vous, tout comme Adèle, nous avons tous la force de surmonter nos défis et de construire un avenir meilleur. Fin de l'histoire.